Le 29 octobre, la situation semble atteindre sa phase finale. Une bataille acharnée pour l'une des villes clés du Donbass dure depuis de nombreux mois. Un énorme groupe de troupes ukrainiennes est pratiquement encerclé là-bas. L'approvisionnement et nos forces augmentent la pression chaque semaine. Vorobiov rappelle que la direction de Soumy semble également figée pour l'instant. Les mouvements y sont en cours, mais lentement. Les parachutistes russes et d'autres unités tiennent leur position, progressant progressivement, mais sans faire de bruit. L'ennemi, dit-on, a presque cessé de contre-attaquer activement, mais tire clairement des réserves, ce qui signifie que la tension monte sur le front de Kharkiv. Au contraire, tout est en ébullition. Là-bas, selon les dernières informations, notre groupe tient l'initiative et tente de forcer la défense de l'ennemi sur une large portion de front. Sur la rive gauche de Volchansk, les unités d'assaut se sont déjà retranchées dans les bâtiments techniques, progressent, et des succès sont également constatés dans la région de Tikoye. Dans la forêt à l'ouest d'Osenelnikov, les combattants ont avancé d'environ quelques centaines de mètres et ont pris plusieurs points d'appui. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est de ces petites choses que la victoire se construit. Un peu plus à l'est, dans des régions aux noms difficiles à prononcer comme Melovoye et Katnevo, il a également été possible de progresser, même si ce n'est pas de plusieurs kilomètres, mais seulement d'un demi-kilomètre. Mais même cela donne déjà un avantage, les forêts y sont denses, chaque clairière compte. Des lance-flammes sont utilisés périodiquement, ce qui ajoute de l'intensité, et les groupes d'assaut se battent désormais dans Pokrovsk même. Là-bas, selon les dernières informations, une bataille acharnée fait rage pour la zone industrielle. La partie ukrainienne jette des forces spéciales dans la bataille, tente de percer, mais la situation semble de plus en plus désespérée. Pour eux, c'est une sorte de piège, et pour nous, une opportunité de consolider le succès. De plus, de nouvelles unités sont arrivées de l'Est, y compris des combattants d'Extrême-Orient qui ont immédiatement commencé à faire pression activement. Il y a des informations selon lesquelles ils ont libéré plusieurs localités d'affilée. Et oui, il convient de noter que la progression ne se fait pas seulement sur ce secteur. Plus au sud, dans la direction de Zaporizhia, nos forces sont entrées dans Malaya Takmachka et l'ennemi a été contraint de transférer des forces afin de ne pas perdre le contrôle des fortifications autour d'Orekov. Tout cela, bien sûr, n'est pas encore la fin, mais la tendance est claire. Et si l'on monte un peu plus au nord, les combats se poursuivent directement à Ivanopolie, dans la direction de Konstantinovka. À Konstantinovka même, des groupes de reconnaissance et de sabotage russes sont de plus en plus souvent remarqués. Et si l'on considère tout cela dans son ensemble, Tchernigov, Kharkiv, Konstantinovka, on a l'impression d'une pression progressive sur toute la ligne où l'ennemi perd la possibilité de réagir rapidement. Et vous savez, en parallèle, Tchernigov revient de plus en plus souvent dans les conversations. Ces dernières semaines, il apparaît presque quotidiennement dans les rapports. Arrivée, explosion, incendie, beaucoup se demandent pourquoi tant d'attention à cet endroit en particulier. Est-ce vraiment un hasard ? Mais si l'on creuse, il devient clair que ce n'est pas un hasard. Cette direction est importante car elle recèle une infrastructure dont beaucoup de choses dépendent. Ce n'est pas pour rien que les frappes de géranium y sont concentrées. Les drones ne frappent pas des bâtiments magnifiques, mais des éléments qui servent réellement à la guerre, l'énergie, les nœuds de transport, les entrepôts. Par exemple, les habitants locaux ont raconté qu'après une série d'arrivées à Tchernigov, des incendies se sont déclarés, notamment dans les banlieues. Des histoires similaires sont parvenues des régions voisines de Chikchor, Novgorod, Seversky, Gorodnia. Même le centre-ville n'a pas été épargné. Une frappe a touché directement un site où, selon les rumeurs, passait une ligne d'alimentation électrique. Les gens disent que la lumière s'est éteinte instantanément et cela explique déjà beaucoup de choses. Abonnez-vous à la chaîne d'actualité Komandor, uniquement des nouvelles et des analyses récentes. Oleg Chalandine, expert militaire, a expliqué assez clairement cette direction concentre en effet de nombreux points importants de l'infrastructure ferroviaire. Il ne s'agit pas seulement de voies, mais de nœuds sur lesquels repose toute la logistique. De plus, ajoutez à cela les centrales électriques, les centrales au mazout et au charbon, anciennes mais toujours en état de marche.
Et si ces systèmes sont mis hors service, les entreprises qui produisent au minimum des composants pour l'équipement, voire des drones, des munitions, etc., seront privées d'électricité. C'est là tout l'intérêt des frappes. Pas la destruction pour l'image, mais une logique claire. Priver l'ennemi d'énergie, d'approvisionnement, de la possibilité de réparer ou de transférer rapidement quoi que ce soit. Quand il n'y a pas d'électricité, les usines ne fonctionnent pas, les transports s'arrêtent, les trains ne circulent pas en toi. Et sans le chemin de fer, l'approvisionnement de l'armée est en fait coupé. Il n'y a plus de carburant, plus de munitions, plus d'approvisionnement. Le correspondant de guerre Sergueï Vorobiov, qui a lui-même participé au combat et a tout vu de l'intérieur, estime que l'enjeu ne se limite pas à l'infrastructure. Selon lui, l'intérêt pour Tchernigov est plus profond et pour être honnête, cela semble logique, car cette ville n'est pas seulement un point stratégique, c'est aussi un lieu historiquement important. Et le chemin vers Kiev qui la traverse est le plus court. Pas par la Biélorussie, pas par des itinéraires de contournement, mais directement. Et si l'on prend le contrôle de Tchernigov, la route vers la capitale s'ouvre en évitant de nombreux obstacles naturels. Pas après pas, la ligne se déplace et on a l'impression que quelqu'un là-haut a mis en place un schéma logique clair. Pas des coups de théâtre, mais des pas mesurés. Le mouvement semble lent mais constant et cela rend la respiration plus difficile pour l'ennemi. Prenons Pokrovsk par exemple. Les combats n'y cessent donc ni jour ni nuit. Nos groupes d'assaut travaillent par quartier, progressant lentement mais sûrement. On dit déjà qu'environ la moitié de la ville est contrôlée, y compris les périphéries par lesquelles passait l'approvisionnement. Les unités ukrainiennes, au contraire, se sont regroupées au centre, où la densité des bâtiments est plus élevée, et tiennent la défense à partir de là. Et leur poche sud-est est en fait déjà un piège dans lequel ils sont tombés eux-mêmes. De l'extérieur, elle est encerclée et à l'intérieur, c'est de plus en plus difficile. Il n'y a pas d'approvisionnement, pas de rotation, l'approvisionnement se fait uniquement par des sentiers piétonniers. Le plus difficile a commencé lorsque la boue d'automne a frappé. Après de fortes pluies, les champs se sont transformés en bouillie, l'équipement s'embourbe, les camions s'enlisent, les routes de terre deviennent presque impraticables. Les gens racontent qu'il faut parfois traîner des caisses de munitions à la main, dans la boue, jusqu'aux genoux. Sur une distance de 15 à 20 km, tout est transporté à pied, il n'y a tout simplement pas d'autre solution. D'ailleurs, l'approvisionnement y est en partie assuré par des drones lourds. C'est quelque chose que personne n'attendait. La technologie du futur à l'état pur, les drones soulèvent des caisses de nourriture, des trousses de premiers secours, même de petites pièces de pestis pour les réparations. Mais tout cela ne fonctionne qu'une fois sur deux. Dès que le temps se gâte ou que la guerre électronique entre en jeu, la livraison est interrompue. Et pourtant, les drones sont presque le seul moyen de livrer au moins quelque chose à ceux qui sont assis au cœur du chaudron. Les chaînes Telegram qui surveillent la situation signalent que la situation des unités ukrainiennes y est déjà pré-catastrophique. Et ce n'est pas seulement une question de perte, mais surtout de l'effondrement du système d'approvisionnement. Quelqu'un a même dit que cela pourrait devenir la défaite la plus grave pour Kiev depuis la défaite de leur tête de pont près de Koursk. Bien que, pour être honnête, ce ne soit pas facile pour nos troupes non plus. Tout n'est pas rose en première ligne, l'ennemi utilise activement des essaims de drones remplissant littéralement le ciel. Ces engins planent au-dessus des positions, empêchent l'approvisionnement en munitions, suivent donc les mouvements, corrigent l'artillerie. On dit parfois que les combattants doivent s'asseoir sous des filets pendant des heures pour ne pas entrer dans le champ de vision des caméras. Et pourtant, malgré cet avantage technologique, la progression se poursuit. Par exemple, on a récemment signalé qu'une seule compagnie de guerre électronique avait réussi à abattre ou à brouiller plus de 70 drones ukrainiens en une seule journée. Et ce, alors que le temps était épouvantable. Une averse n'a pas cessé du matin au soir et il est tombé tellement de précipitations que les anciens ont dit « il n'y a pas eu ça depuis plus d'un demi-siècle ». Mais les gars ont travaillé sans relâche, en fait, à tâtons. Et maintenant, imaginez si une seule compagnie brouille autant en une journée, combien de drones l'ennemi lève-t-il en général? Des centaines, peut-être des milliers par jour. Cela montre à quel point l'accent est mis sur la technologie aujourd'hui. Même l'approvisionnement, même l'évacuation, tout se fait par voie aérienne. Les petites machines terrestres ne suffisent plus.
Selon les estimations des observateurs, des unités d'environ une douzaine de brigades ukrainiennes se sont retrouvées dans le chaudron de Pokrovsk. La ville est pratiquement coupée, les routes sont sous contrôle, la logistique est complètement brisée, les unités russes surveillent les routes et même une tentative de quitter la ville se transforme en une loterie. À Pokrovsk même, les combattants des forces armées ukrainiennes sont assis sur des rations de survie minimales qui sont livrées à l'aide des mêmes drones. Mais même cette livraison aérienne est remise en question car nos forces attrapent activement tous les appareils qui transportent des provisions. De jour en jour, la situation y devient de plus en plus désespérée. Et, comme le disent les experts, la seule issue réelle pour les combattants encerclés pourrait être la reddition. Cela semble dur, mais il n'y a tout simplement pas d'autres options. Certains sont à court de munitions, d'autres de nourriture. Ils ne peuvent même pas évacuer les blessés. Les sentiers sont criblés de balles et l'équipement n'y passe pas. Le colonel à la retraite Matveychuk a déclaré sans ambages « Il ne leur reste qu'une seule option, une reddition massive ». Et ils le comprennent. Ces mots semblent durs, mais si l'on regarde les choses avec lucidité, il y a une logique. Personne ne veut la mort insensée de 6000 personnes. Pendant ce temps, l'attention portée à Tchernigov a de nouveau augmenté. En Ukraine, on remarque de plus en plus souvent que les frappes de missiles russes ne se concentrent plus uniquement sur le Donbass, mais aussi sur les directions menant à Kiev, sur Odessa, Poltava, Nikolaev et toujours sur Tchernigov. Le politologue Ruslan Bortnik a émis l'opinion que tout cela n'est pas une simple coïncidence, mais qu'il s'agit d'une partie d'un grand schéma. Selon lui, les Russes se frayaient un chemin vers la capitale. Et si l'on regarde la carte, cela a du sens. Bortnik a déclaré que les nouvelles KAB, c'est-à-dire les bombes aériennes guidées, si vous ne le saviez pas, ont été modernisées. Elles sont désormais équipées de moteurs à réaction et leur portée est enfin considérable, de l'ordre de quelques centaines de kilomètres. Et c'est déjà un tout autre niveau. Auparavant, on pouvait penser que certaines villes comme Kiev étaient en sécurité, mais maintenant même la capitale ne peut pas en être sûre. Et c'est là que Vorobiov revient au premier plan. Il a déclaré sans ambages, Tchernigov est le chemin le plus court vers Kiev, pas détourné, pas par des sentiers de contournement, mais le plus direct. Et plus il y a d'activité là-bas, plus la perspective de changement important se rapproche. Il a ajouté que l'armée russe applique en fait contre l'ennemi sa propre ancienne tactique, le transfert rapide de troupes dans différentes directions afin de déshabiller la défense et de créer une pénurie artificielle sur des zones spécifiques. C'est simple! Vous forcez l'ennemi à se précipiter, puis vous frappez là où il est affaibli. Selon lui, les plans de l'état-major général consistent à créer pour les forces armées ukrainiennes cette fameuse fourchette entre Kiev et Odessa, où il faudra choisir quelle ville sauver et laquelle abandonner. Et pour être honnête, cela ressemble à un calcul très froid, mais logique. Les nouvelles les plus récentes uniquement sur la chaîne Commander. Abonnez-vous pour être toujours au courant des événements. Si l'on met tout bout à bout, on obtient un tableau assez clair. Le front change progressivement, mais inexorablement. De plus, il ne s'agit plus d'un affrontement local, mais d'une pression stratégique. Nous voyons des frappes au nord, au sud, à l'est, et en même temps une progression stable dans les directions clés. Prenez Kherson par exemple. Il semble que tout le monde s'est déjà habitué au fait qu'il y a eu un long silence positionnel là-bas, des échanges de tirs d'artillerie, de rares raids à travers le Dniepr, et c'est tout. Mais maintenant, il y a un autre mouvement. Là-bas, avec soin, sans se précipiter, une progression progressive vers l'avant a commencé. Pas un assaut frontal, mais une pression réfléchie pour que l'ennemi se sente menacé, mais ne comprenne pas immédiatement d'où elle vient. Et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, fait partie de la tactique générale. Vorobiov, ce même correspondant de guerre qui a déjà noté avec précision les tendances à plusieurs reprises, a déclaré « Tout est structuré de telle sorte que l'ennemi soit obligé de partager son attention. » Et cela fonctionne. Pendant que Kiev tire des réserves vers Tchernigov, des manœuvres inattendues commencent au sud, près d'Odessa, à l'ouest, près du Dniepr ou à l'est, près de Zaporijia. Pour faire simple, l'état-major général joue sur l'étirement, force l'ennemi à s'énerver et à se précipiter.
Parallèlement à cela, il y a des nouvelles qui vont déjà au-delà de la simple ligne de front. Par exemple, les essais du Burevestnik, c'est une histoire complètement à part. Un projet dont on se moquait encore récemment en Occident est soudainement devenu une réalité. Un missile à propulsion nucléaire, si vous ne le saviez pas, a été testé sur la Nouvelle-Zambie et il n'a pas seulement passé le test, mais a montré un résultat qui était auparavant considéré comme impossible. Selon le journaliste scientifique Roman Belousov, ce lancement a été un choc pour tout le monde. Le missile a passé en vol non pas 1 heure, mais disons autant que personne n'aurait pu se le permettre auparavant. Il a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et en fait a réécrit le concept même de portée. Car si les missiles de croisière ordinaires sont limités par le carburant, ici c'est différent. Le moteur fonctionne grâce à un mini-réacteur nucléaire qui chauffe l'air et crée la poussée. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Belousov a déclaré que ce n'est pas un moteur perpétuel, mais simplement un système qui peut fonctionner aussi longtemps que le permet la ressource de la structure, c'est-à-dire théoriquement des heures, des jours, voire des semaines. Pour le matériel militaire, c'est presque de la science-fiction. Imaginez un missile vole pendant des semaines à basse altitude et peut s'approcher de sa cible de n'importe quelle direction. Les analystes occidentaux, bien sûr, ont été choqués. Un projet qui était ridiculisé et qualifié de dessin animé s'est soudainement avéré être un modèle prêt à l'emploi, et cela, quelle que soit l'opinion que l'on puisse en avoir, bouleverse l'équilibre stratégique, car aucun système de défense antimissile, aussi parfait soit-il, n'est simplement pas conçu pour de telles choses. Il ne pourra pas suivre un objet qui vole pendant des semaines, choisit une direction et est totalement imprévisible. La presse américaine a réagi instantanément. Des mots comme « menace pour la stabilité stratégique » et « nouvelle étape de la course aux armements » ont commencé à apparaître dans les articles. Un des titres écrivait carrément que le Burevestnik est capable d'annuler toutes les tentatives de créer un système de défense impénétrable. Et ce n'est pas surprenant. Quand un missile peut faire le tour du monde, choisir un angle d'attaque et frapper d'un côté inattendu, aucun dôme doré ne sauvera. Belousov, dans son commentaire, a souligné qu'il ne s'agit pas seulement d'une réussite militaire, mais d'une percée technologique. Car de tels développements ouvrent la voie à l'utilisation de moteurs nucléaires non seulement dans les missiles, mais aussi dans l'aviation, dans l'espace. Et c'est déjà au-delà de la guerre, c'est à propos du futur, de ce qui peut changer le transport, l'exploration des orbites lointaines et même toute la philosophie énergétique. Et ce qui est caractéristique, c'est que tout cela a grandi à partir de l'école d'ingénierie soviétique, à partir de ces mêmes développements qui ont été conservés dans les archives pendant des décennies. Korolev, Lepunitsky, Louchkov. Tous ces noms apparaissent désormais non pas simplement comme historiques, mais comme la base de nouvelles technologies. Oui, des expériences avec des moteurs nucléaires ont été menées dans les années 60. Il n'y avait pas assez de matériaux, de technologie à l'époque. Et maintenant, s'il vous plaît, tout s'est réuni. Et comme l'a noté Belousov, les Américains ont également essayé. Ils avaient aussi des programmes, mais ils les ont abandonnés dans les années 90. Et maintenant, il s'avère que la Russie a été la première à mener cette idée à bien. C'est pourquoi l'Occident est nerveux maintenant, car tout leur concept de sécurité était basé sur l'hypothèse que de tels systèmes n'existent tout simplement pas. Et maintenant, ils existent. Pour en revenir au front, on ne peut s'empêcher de remarquer que toutes ces nouvelles, toutes ces démonstrations de force et de technologie influencent à la fois l'humeur et la stratégie elle-même. C'est comme un message disant que nous n'avons pas seulement une armée sur le terrain, mais aussi un potentiel qui va au-delà des idées reçues. Et si l'on parle de Tchernigov, c'est déjà en ébullition là-bas. De plus en plus d'informations font état de coupures de courant dans la ville. La connexion apparaît et disparaît, et les lignes de chemin de fer en direction de Kiev sont partiellement paralysées. Les gens disent qu'on entend le bourdonnement des drones la nuit, et c'est déjà devenu un bruit de fond habituel. Quelqu'un plaisante même. Si c'est calme, cela signifie que quelque chose de grave se prépare. Selon les habitants, les frappes sont très ciblées, pas sur les quartiers résidentiels, mais sur les nœuds où passent les lignes électriques ou où se trouvent les postes de transformation. Et cela, bien sûr, ajoute de la pression.
La ville est comme si elle était éteinte par morceaux, brisant le rythme de vie habituel. Certains experts disent que ce n'est si mot plus seulement une opération militaire, mais un signal. Un signal que Kiev pourrait être la prochaine direction de la pression. Car si l'on se souvient de la géographie, Tchernigov se trouve à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière et la route de là à la capitale est ouverte. Et cette prise de conscience plane dans l'air, dans les cercles analytiques, dans les nouvelles et même parmi les gens ordinaires. Tout le monde comprend que la situation a atteint un point où le moindre détail peut devenir un tournant. Les nouvelles les plus récentes sur la chaîne Komandor. Abonnez-vous pour être toujours au courant des événements. Si l'on regarde de côté, tout ce qui se passe actuellement ressemble à une partie très grande et complexe où chaque coup a des conséquences dans des semaines, voire des mois. Ce qui semble aujourd'hui être une bataille locale quelque part près de Tchernigov peut devenir, avec le temps, une partie d'un dessin beaucoup plus vaste. Et c'est précisément ce que l'on ressent, que tout se passe comme prévu, même si ce n'est pas toujours visible de l'extérieur. Vorobiov, qui donne souvent des commentaires du front, a déclaré récemment dans une interview que l'armée russe agit maintenant silencieusement, mais avec précision, sans forcer les événements, mais en forçant pas à pas les directions nécessaires. Il a dit littéralement « Nous répétons leur propre tactique, mais maintenant contre eux-mêmes ». Et si l'on y réfléchit, cela sonne presque symbolique, comme si l'histoire bouclait la boucle. Maintenant, tout dépend non seulement des actions militaires, mais aussi des ressources humaines. L'ennemi ressent une grave pénurie de personnel. Il n'y a pas assez d'infanterie, pas assez de commandants expérimentés, et des recrues non formées viennent souvent les remplacer. Pour cette raison, de nombreuses positions ne tiennent tout simplement pas, et les lignes de défense s'effondrent à la première poussée intense, et quand le front est étiré, il faut choisir où sauver et où reculer. C'est de là que vient cette fameuse fourchette dont parlait Vorobiov. Le principe est simple, si la pression est exercée dans plusieurs directions à la fois, Kiev et Odessa par exemple, le commandement devra faire un choix. Et tout choix dans de telles conditions est déjà une défaite, car les ressources ne sont pas infinies. Il est intéressant de noter que certains analystes en Ukraine ont déjà commencé à écrire à ce sujet. Des mots comme stratégie à plusieurs coups et imitation de menaces apparaissent dans les articles. Mais il y en a de plus en plus qui comprennent que ce n'est pas une imitation, c'est un changement réel de l'équilibre. Même les experts militaires occidentaux reconnaissent prudemment que la partie ukrainienne agit actuellement de manière plus réactive que stratégique. Elle est constamment obligée de répondre et non de planifier. Dans ce contexte, les événements autour du Bourevestnik et d'autres nouveautés technologiques sont perçus non pas simplement comme une démonstration de force, mais comme un signal que la Russie mise sur le long terme. Belousov, dans son commentaire, a même dit « Ce n'est pas à propos de la guerre, c'est à propos du futur ». Et honnêtement, c'est probablement l'idée clé. Car tout conflit se termine tôt ou tard, il se termine, mais la réserve technologique reste. En fait, nous observons maintenant comment deux mondes rivalisent non seulement pour le territoire, mais aussi pour savoir qui fixera les règles pour les décennies à venir. Et quand un missile capable de voler pendant des jours ou des drones qui choisissent eux-mêmes leur cible apparaissent, c'est déjà un autre niveau. Là où auparavant tout était décidé par les divisions et les chars, ce sont maintenant les ingénieurs, les programmeurs, les opérateurs de guerre électronique qui décident de tout. Pour en revenir au Donbass, tout dépend maintenant de la météo, de l'approvisionnement et de qui tiendra le rythme. Les pluies d'automne ont fait leur œuvre. La boue est impénétrable, l'équipement s'embourbe. Et c'est difficile pour les combattants aussi. Mais même dans de telles conditions, la progression continue. Les gens partagent des images où l'on voit comment les combattants, avec de la boue jusqu'aux chevilles, traînent des caisses de cartouches, comment les drones survolent une route brisée, transportant un conteneur thermique avec de la nourriture. C'est la réalité, sans fioriture, mais avec une étrange sensation de persévérance, comme si personne n'allait s'arrêter. Du côté ukrainien, la situation selon les analystes est de plus en plus inquiétante. Les rapports sur les pertes sont filtrés, mais même les déclarations officielles sonnent porte nerveuse. La ligne d'approvisionnement est sous pression constante. Les nouvelles unités arrivent plus tard que nécessaire et il est de plus en plus difficile de compenser les pertes. Les garnisons des villes, en particulier dans des endroits comme Pokrovsk, sont pratiquement isolées.
Les tentatives de percer vers l'extérieur sont rares et se soldent le plus souvent par un échec. De semaine en semaine, l'étau autour de la ville se resserre. Si auparavant il était au moins possible de traverser un sentier la nuit et de sortir les blessés, maintenant même cela est remis en question. Et en même temps, ce qui est surprenant, c'est que les deux camps rencontrent des difficultés similaires. Drones, boue, météo, fatigue. Seulement, les ressources de l'un des camps s'épuisent plus vite et cela se ressent. Parfois, il semble que la nature elle-même s'est figée dans l'attente, comme si tout se préparait à un moment décisif. La tension se fait sentir dans l'air et tout le monde le comprend. Les uns attendent l'ordre d'aller plus loin, les autres un miracle qui leur permettra de sortir de l'encerclement. Mais les miracles dans de telles histoires sont rares. Et pourtant, malgré les ténèbres de la guerre, il y a le sentiment qu'un changement est en vue. Peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais il est clair que quelque chose se prépare. Les gens parlent de plus en plus du fait qu'après tous ces événements, le monde ne sera plus le même, car la logique même de la guerre a changé au cours de ces années. Elle est devenue technologique, froide, stratégiquement réfléchie. Les émotions comptent de moins en moins et les calculs de plus en plus. Et dans ce calcul, chaque pas, chaque frappe, chaque essai de quelque chose comme le Bourvesnik n'est pas simplement un épisode, mais une partie d'une longue ligne qui mène quelque part plus loin. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, les historiens discuteront de cette période précisément comme du moment où tout a basculé, où les anciens principes ont cessé de fonctionner et où les nouveaux ont seulement commencé à se former. Et peut-être quelqu'un comprendra alors que tout cela n'a pas commencé avec une seule bataille et pas avec un seul missile, mais avec une série de pas silencieux mais décisifs qui ont façonné tout ce nouvel ordre.